Je vous remercie de cette invitation et pour reprendre les propos de Franck Carbonel, la SNFCP c'est une société qui est vraiment sympa. On l'a vu hier soir et puis l'animation de ce matin des débats le confirme. Donc effectivement, je vais essayer de défendre le point de vue du chirurgien quant à cette situation qui est, comme vous venez de le voir, assez difficile, donc mes liens d'intérêt. Pour vous rappeler quand même que la rectocolite hémorragique s'associe à une augmentation du risque de développer un cancer colorectal et que actuellement, donc ça c'est quand même une notion qui est importante, c'est que c'est une des causes les plus fréquentes de mortalité, voire la cause la plus fréquente de mortalité chez les patients qui ont une rectocolite hémorragique. Ça représente quand même 2 à 3% des patients qui ont une rectocolite hémorragique. Et parmi les facteurs de risque de développer un cancer sur rectocolite hémorragique, donc bien entendu la durée de l'évolution, l'étendue de la colite, la cholangite sclérosante primitive et l'activité inflammatoire de la maladie, il y a également la survenue de lésions de dysplasie qui est quand même un shift dans l'évolution de la maladie. Et le problème que l'on a, c'est que c'est un signal d'alerte, mais qu'on a du mal à l'interpréter parce que vous voyez que le risque relatif associé à l'apparition d'une dysplasie de bas grade, par exemple, est extrêmement variable d'une série à l'autre. Alors effectivement, avec la notion qui vient d'être présentée, que probablement on a des séries qui sont aussi un petit peu anciennes et que les modalités de la surveillance endoscopique ont considérablement évolué, mais ce risque est extrêmement variable. Alors de quoi parle-t-on pour revenir à des choses assez simples pour les quelques chirurgiens qui sont dans la salle. Donc les lésions de dysplasie en endoscopie que l'on peut rencontrer sur une rectocolite hémorragique, eh bien, sont les suivantes. Donc des lésions de dysplasie qui surviennent au sein et autour de la muqueuse d'une muqueuse inflammatoire. Donc c'est ce qu'on appelle les non-adenoma like-rise lesions, anciennement les DALM. Des lésions qui peuvent également des lésions dysplasiques qui peuvent survenir sur une muqueuse inflammatoire sans lésions surélevées, donc des ALM qui sont plus difficiles à détecter en endoscopie. On peut aussi avoir des adénomes sporadiques. Et enfin, et donc là, on va rentrer dans le cœur du débat, de la dysplasie en muqueuse plane. Les pseudopolypes ne sont pas des lésions dysplasiques, bien entendu. Et donc, pour revenir à ce que disait Jean-Christophe Sorin, c'est difficile. Il y a des recommandations, ces recommandations européennes. Bien entendu, il faut essayer d'avoir un bon contrôle de l'activité inflammatoire pour pouvoir faire le suivi endoscopique. C'est ce qui améliore la détection des lésions de dysplasie. Idéalement, la dysplasie doit être recherchée par une chromo-endoscopie. Et enfin, quand elle est détectée sur des biopsies, ces biopsies doivent être relues de façon indépendante par plusieurs pathologistes. Alors, quand on détecte de la dysplasie, va nécessairement se discuter le traitement chirurgical. Et là, c'est sûr que pour passer après Léon Maggiori, qui vous a parlé des catastrophes de l'anastomose iléo-anale, c'est un peu difficile. Mais malgré tout, la coloproctectomie totale avec anastomose iléo-anale, on a quand même un recul, des données avec des séries de patients relativement nombreux, pour montrer, que c'est possible par voie mini-invasive, que la mortalité, elle est faible, voire quasi nulle, que le risque de complications, c'est entre 20 et 30%, donc le risque de complications d'une chirurgie abdominale majeure, et que dans 80 à 90% des cas, on a un résultat fonctionnel, celui que vous a présenté tout à l'heure Léon Maggiori, avec 4 à 6 selles par jour, si possible pas de selles la nuit, pas de problème de continence. Et dans cette situation de la coloproctectomie réalisée sur une dysplasie sur RCH, donc c'est une coloproctectomie avec anastomose iléo-anale qui est réalisée soit en un temps, donc sans stomie, soit en 2 temps avec une iléostomie de dérivation. Et donc quelques patients qui vont développer des complications tardives, mais qui aboutissent très rarement au démontage de l'anastomose iléo-anale. On est dans la situation d'une chirurgie potentiellement carcinologique et donc quelle doit être l'étendue de l'exérèse carcinologique? C'est une question que les chirurgiens se posent depuis pas mal de temps. Et donc, une série de Wilhelm Bemelman, est-ce qu'il faut enlever, par exemple, le mésorectum, dont on sait que l'exérèse totale du mésorectum peut générer des complications fonctionnelles supplémentaires, notamment sur le plan génito-urinaire. Et donc, cette série hollandaise de Wilhelm Bemelman montre que on peut faire une exérèse qu'on a appelé un mauvais mésorectum ou un NIR-TMI en préservant donc les parties latérales
les parties latérales là, du mésorectum pour ne pas blesser l'innervation autonome et notamment les plexus hypogastriques et ne pas compromettre la fonction génito-urinaire et que en termes de fonction, ça ne modifie pas de façon majeure la fonction par rapport à une proctectomie réalisée au ras du rectum et que la qualité de vie est identique chez les patients qui ont une proctectomie conventionnelle donc au ras de la paroi rectale. La question a été posée tout à l'heure, est-ce qu'il faut, dans cette situation de lésion de dysplasie, envisager la réalisation d'une mucosectomie et donc d'une anastomosie iléo-anale manuelle? Alors, elle n'est pas faite de façon systématique. On va rechercher de la dysplasie dans le rectum. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas faite de façon systématique? Léon Maggiori a répondu tout à l'heure, c'est-à-dire que effectivement, l'anastomose mécanique, elle est plus simple à réaliser, elle s'associe à un résultat fonctionnel qui est un peu meilleur, mais bien entendu, s'il y a des lésions de dysplasie sur le rectum, il faudra envisager de faire une mucosectomie pour faire l'exérèse de toute la muqueuse à risque. On sait très bien qu'il peut rester quelques glandes juste au-dessus de la ligne pectinée, et donc avant la réalisation de cette chirurgie sur dysplasie, il faut rechercher ces éléments. Alors, est-ce qu'il existe des options alternatives à la réalisation de l'anastomose iléo-anale? On a des données sur la confection d'une anastomose iléo-rectale, donc colectomie totale, anastomose iléo-rectale, et donc avec une série importante du GTED et du GTED-CHIR, avec 343 patients. Mais vous observez tout de suite que c'est quand même une minorité de patients qui sont opérés dans la situation de la dysplasie. Et dans cette cohorte rapportée par Mathieu Uzan, vous voyez que les facteurs de risque de survenue de la carcinogenèse sont listés ici. Donc il y a l'âge, l'évolution de plus de 10 ans de la rectocolite avant la réalisation de l'anastomose iléo-rectale. Mais vous observez aussi que chez les patients qui ont été opérés en situation de dysplasie, il y a une augmentation très nette du risque de cancer. Et donc c'est probablement pas la meilleure option chirurgicale à retenir chez les patients qui ont une rectocolite hémorragique avec des lésions de dysplasie. De la même façon, des séries récentes ont évalué la possibilité de faire une colectomie segmentaire chez les patients qui ont des lésions souvent néoplasiques plus évoluées, en particulier des sujets âgés. Et donc, se pose la question de faire une colectomie totale ou une colectomie segmentaire. Et donc, ces séries qui comportent très peu de patients, vous voyez, sont associés à un risque de cancer qui est relativement faible. Cependant, voilà, c'est des patients qui sont extrêmement sélectionnés et il y a relativement peu de recul sur le risque à long terme de ces colectomies segmentaires. Donc, en synthèse, sur la chirurgie qui est à réaliser, c'est une coloproctectomie totale avec une anastomose iléo-anale. Elle permet de traiter la RCH, de traiter la dysplasie, de limiter l'impact fonctionnel. C'est donc la référence et les options alternatives ont une place qui est très limitée. Alors, pourquoi opérer ? Pourquoi opérer? Il y a quand même des données pour montrer que la carcinogénèse dans la rectocolite hémorragique, ce n'est pas tout à fait la même chose que la carcinogénèse classique, notamment dans la séquence des événements moléculaires qui surviennent au cours de la carcinogénèse. On sait que c'est assez distinct. Par exemple, la perte de fonction de APC, c'est quelque chose qui survient précocement dans la carcinogénèse sporadique. C'est plutôt tardif dans la carcinogénèse sur rectocolite hémorragique. Les mutations de P53, c'est plutôt l'inverse. C'est des événements précoces dans la rectocolite hémorragique, alors que c'est plutôt tardif dans la carcinogénèse classique. Un certain nombre d'anomalies moléculaires surviennent dans la muqueuse inflammatoire, on va dire non dysplasique, on va dire normale. Et c'est des anomalies moléculaires. Quelles sont-elles? C'est des anomalies moléculaires à la fois des anomalies génétiques, mais épigénétiques, avec toutes les composantes de l'instabilité chromosomique, avec des pertes de fragments de chromosomes, des altérations du nombre de copies des gènes, des pertes d'hétérozygosie sur certains gènes comme P53, mais également de l'instabilité microsatellitaire avec de l'instabilité génétique, toutes sortes d'anomalies moléculaires. Et ces anomalies moléculaires, elles sont présentes dans la muqueuse normale, non dysplasique, des patients qui ont une rectocolite hémorragique. Ça, c'est assez bien connu. Et ces anomalies, donc on va les retrouver dans les cancers développés sur rectocolite hémorragique, mais elles seront toujours présentes dans la muqueuse environnante, inflammatoire. C'est ce qu'on appelle l'effet de cancérisation de champ ou l'effet de champ. Et pourquoi est-ce que ça survient, cet effet de cancérisation de champ? C'est que
Ces anomalies moléculaires qui surviennent dans les cellules souches pluripotentes qui sont à l'origine de renouvellement des cryptes, dans le contexte d'une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, en particulier dans la rectocolite hémorragique, on va avoir une pression de sélection sur des cellules souches qui ont des capacités de survie augmentées. Et donc vous voyez que sur des champs où la muqueuse a été détruite, ces cellules souches pluripotentes qui ont un gain de survie vont être privilégiées dans le renouvellement de la muqueuse. Donc au moment du renouvellement de la muqueuse, donc ce mécanisme de fission des cryptes qui aboutit au renouvellement de la muqueuse, vous voyez que ces cellules souches qui sont mutées et qui ont des capacités de survie favorisées vont être favorisées dans le renouvellement des cryptes. Et on va observer donc sur des zones très étendues des cellules anormales avec des anomalies moléculaires et qui vont aboutir à l'accumulation d'anomalies moléculaires supplémentaires et à la carcinogénèse. Donc quand on traite une lésion ciblée, il ne faut pas méconnaître le fait qu'autour, ces anomalies persistent. Dans cette carcinogénèse survenant sur rectocolite hémorragique, il y a également des lésions précancéreuses qui sont différentes et qui sont potentiellement plus agressives. C'est notamment le cas de toutes ces lésions de dysplasie non conventionnelle avec différents sous-types. Elles ont des particularités, ces lésions de dysplasie non conventionnelle, c'est qu'elles surviennent, ça représente à peu près 30% des lésions qui surviennent dans la rectocolite hémorragique. C'est des lésions qu'on observe assez couramment dans des secteurs qui sont plans en endoscopie. Et ces lésions, quand on les suit, quand on arrive à les suivre, elles évoluent plus rapidement vers la dysplasie de haut grade. Et quand on est amené à opérer ces patients qui ont des lésions de dysplasie non conventionnelle, on retrouve du cancer dans près de 80% des cas. Une carcinogénèse sur laquelle on a mis en évidence un taux de cancer d'intervalle qui est plus élevé. Alors, pour plusieurs raisons. Peut-être que c'est lié au fait que la carcinogénèse est plus rapide. C'est peut-être aussi lié au fait que les lésions de dysplasie et le cancer est plus difficile à diagnostiquer sur rectocolite hémorragique, mais encore une fois, peut-être des publications qui sont peut-être un peu anciennes, mais des données qui sont bien réelles et qui montrent que ce taux de cancer d'intervalle est nettement plus élevé chez les patients qui ont une rectocolite hémorragique. Une carcinogénèse avec un pronostic qui est également plus sombre. Quand le cancer est arrivé, c'est aussi plus difficile de le soigner. C'est-à-dire que ça, ce sont des données qui sont issues d'une méta-analyse regroupant 25 études, donc plus de 8000 patients opérés d'un cancer sur maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Et donc vous voyez que ces cancers, donc à stade égal, ont très régulièrement des caractéristiques pronostics qui sont plutôt défavorables par rapport au cancer sporadique, avec des grades peu différenciés, des contingents à cellules indépendantes, des tumeurs synchrones, tout un tas de facteurs qui sont associés à un mauvais pronostic dans le cancer colorectal. Également, dans cette méta-analyse, un taux de résection à R0 qui est moins bon chez les patients qui sont opérés d'un cancer sur maladie inflammatoire et sur rectocolite hémorragique en particulier. Et donc, une survie globale est liée au cancer qui est moins bonne. Donc, c'est probablement plus difficile d'opérer ces patients au stade du cancer quand on a loupé l'étape de la prévention et de la dysplasie. Et même si on a opéré le cancer, eh bien, quand il faut administrer une chimiothérapie, c'est aussi plus difficile parce que c'est des patients qui ont des problèmes de tolérance à la chimiothérapie. Et donc, cette étude montre que les patients qui sont pris en charge pour un cancer survenant sur maladie inflammatoire ont plus de mal à recevoir le traitement complet adjuvant par chimiothérapie pour des problèmes très certainement de tolérance. Donc, quand poser l'indication opératoire, eh bien, on a des recommandations et Jean-Christophe Sorin les a rappelées. Donc, quand il y a des lésions visibles, clairement, c'est la place de l'endoscopie et on peut faire une exérèse endoscopique de lésions de dysplasie à la condition qu'il n'y ait pas de dysplasie sur des zones non polypoïdes ou non visibles en endoscopie. Dans toute autre situation, j'ai envie de dire, il va falloir discuter. Il va falloir discuter de la colectomie, et ce, quel que soit le grade de la dysplasie. Alors, peut-être pas une chirurgie dans les semaines qui suivent, mais probablement en discuter très rapidement.
pour commencer à préparer le patient et s'appuyer sur des données qui ont également été rapportées par Jean-Christophe Sorin, c'est-à-dire que l'étendue des lésions, leur caractère plus ou moins résécable en endoscopie, la présence de lésions multifocales, autant d'éléments qui vont être utilisés, la présence d'une cholangite sclérosante primitive, de lésions de dysplasie non conventionnelle et peut-être demain la détection d'anomalies moléculaires pour faire une discussion pluridisciplinaire et prendre la bonne décision pour ces patients. J'ai entendu qu'on parlait beaucoup de décisions médicales partagées. Je pense que dans cette situation-là, il n'y a pas beaucoup de place pour la décision médicale partagée et qu'on ne peut pas mettre le patient face à ce choix qui est un choix qui est très difficile. On a de longues discussions à ce sujet et il faut arriver avec un cadre et une roadmap qui soit assez bien établie pour pas perdre le malade. Donc voilà ce que je voulais vous présenter sur la place de la chirurgie dans cette situation un peu difficile. Merci beaucoup à tous les deux pour vos très belles présentations, posées, modérées, mais qui vont maintenant laisser place à quelques questions. Alors rapidement, quelques questions. Allez, 2 questions. Monsieur Carbonnet. Oui, une question pour Jean-Christophe, et sur une question qui questionne justement la notion de dysplasie invisible. Dysplasie invisible, ça veut dire une dysplasie aussi qui, soit en muqueuse normale, ça effectivement c'est disons peu fréquent, voire inexistant, soit une dysplasie qui est impossible à distinguer du reste du côlon. Et c'est le cas notamment chez les malades les plus à risque, pour lesquels la muqueuse est diffusément anormale, indépendamment de toute activité de la maladie, où tout est anormal en fin de compte, avec un aspect pseudo-vileux. Et dans ce cas-là, on est obligé de faire des biopsies multiples. Et puis il y a aussi la question de la dysplasie non conventionnelle qui est particulièrement difficile à voir. Oui. Je crois qu'on est tous les deux d'accord, on l'a dit. À partir du moment où en endoscopie, on n'est pas capable de délimiter correctement la zone de dysplasie, on est plutôt dans le registre chirurgical pour la sécurité du patient, il n'y a pas de problème. Sur la dysplasie non conventionnelle, c'est très intéressant, ces diapositives, cette carcinogénèse, cette biologie moléculaire, mais ça vient de sortir, hein, ça fait 2-3 ans. Je pense qu'il faut un petit peu plus de temps pour digérer ça et pour comprendre comment il faut l'appliquer en pratique. Je suis très intéressé par cette biologie moléculaire de la RCH qui est très particulière et qui peut-être fait une carcinogénèse accélérée, on n'en est pas encore sûr du tout. Et est-ce qu'on la reconnaît en endoscopie? On ne sait pas. Est-ce qu'on peut la voir sur une muqueuse qui paraît normale? On va voir. Voilà, il manque beaucoup de données pour conclure, je pense, là-dessus. D'accord. Merci. Une autre question, Ghislain? Peut-être pour les deux. Lorsqu'on n'est pas en poussée de rectocolite hémorragique, c'est-à-dire que la question n'est pas la poussée inflammatoire. Qu'on est en instabilité, on se dit, à un moment, ça va mal se passer, il faut faire quelque chose. Vous n'avez pas parlé du type de chirurgie. Compte tenu du résultat fonctionnel des iléoanales, est-ce que dans ces conditions particulières, on a amélioré l'endoscopie? Est-ce qu'il n'y a pas une place pour la colectomie subtotale, qui est quand même une autre chirurgie avec une fonctionnalité, et après à surveiller un rectum qui est plus facile à faire, plus court et peut-être moins à risque? Alors, on parle bien de malades qui sont très difficiles à contrôler sur le plan médical avant nécessairement qu'il y ait des lésions dysplasie. Je ne suis pas rentré dans le détail de cette étude de Mathieu Usan sur la place de l'iléorectal dans la rectocolite hémorragique. Maintenant, les patients qu'on est amenés à opérer ont reçu, on va dire, la quasi-totalité des lignes, à l'exception des patients qui sont pris en charge pour une colite aiguë grave. Mais là, vous faites référence à un patient qui serait mal contrôlé après de nombreuses lignes de traitement médical. On sait que ces patients-là, et c'est sur l'étude de Mathieu Usan, ces patients-là qui ont reçu de très nombreuses lignes de traitement médical et qu'on opère pour faire une iléorectale, sont quasi systématiquement en échec de l'iléorectal parce qu'on n'a pas de ressources derrière pour les traiter et traiter une rectite réfractaire. Ma question est au contraire, les patients qui seraient bien contrôlés, mais que la question c'est le risque néoplasique, et que là, à mon avis, il y a probablement une place sur la colectomie subtotale compte tenu du caractère dysfonctionnel fréquent de l'iléoanal.
je pense qu'on n'a plus tellement, il y a plus tellement de place à la chirurgie préventive dans cette maladie. Si la maladie est très bien contrôlée sous traitement médical, qu'il n'y a pas de lésion de dysplasie, autant quand il y a la dysplasie, de la dysplasie de bas grade, je pense qu'il faut opérer clairement, mais s'il n'y a pas de lésion de dysplasie, il n'y a pas de raison de s'arrêter. S'il y a des lésions de dysplasie, pour moi, je pense que c'est une coloproctectomie totale avec une anastomosie iléoanale, pour les raisons que je viens de vous donner. C'est-à-dire que c'est des anomalies qui sont diffuses, qui sont présentes dans toute la muqueuse et qu'on a quand même beaucoup de mal à surveiller. Alors certes, on peut surveiller ensuite que le rectum, et Jean-Christophe Sorin nous a montré la rectoscopie d'une patiente de 80 ans, et ça a du sens probablement de pouvoir préserver un rectum dans cette situation-là. Mais si on devait l'appliquer à un patient jeune, et je pense que c'est une place qui est très limitée. Ouais, très courte. Sur un patient mal contrôlé, clairement, je crois qu'on est bien d'accord. Il y a un moment où on va à la colectomie parce qu'on a peur de la dysplasie, qu'on n'arrive pas à le contrôler, ça paraît tout à fait raisonable. La deuxième question, je pense, est un peu plus délicate à traiter sur le futur. Il faudra plus de données. Je pense à des gens qui ont une dysplasie assez difficile à enlever en endoscopie, voire impossible, mais qui est très localisée, très précisément, alors que le reste du côlon est parfaitement normal. Le futur nous dira si on peut faire une colectomie segmentaire ou pas, si ça peut être raisonnable. Il faut un peu de travail pour ça. Merci beaucoup à tous les deux.